Que dit la presse? Retour en studio pour la deuxième partie de votre émission Que dit la presse, et pour l'exercice de ce numéro, nous avons trois confrères. Eman Aniambosu. Eman, bonjour. Bonjour Casimir Oké, bonjour également aux auditeurs et auditrices de Crystal News. Marcel Zoumenou. Marcel, bonjour. Bonjour Casimir, bonjour à tous les confrères. Et le troisième confrère, c'est Henri-Joël Doro. Henri-Joël, bonjour. Bonjour et bonjour également à tous les auditeurs qui nous écoutent. Voilà trois confrères pour décrypter l'actualité ce matin. Vous avez suivi, Eman, Marcel et Henri-Joël, vous avez suivi avec moi la décision rendue par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, également par rapport au dossier Olivier Bokor, Ozad Khomeki et autres. Alors, un tour de table rapidement pour avoir vos avis sur cette décision. Eman Aniambosu. Bon, mais c'est une décision qui a été rendue et qui désormais renvoie devant une cour de jugement les présumés coupables. Parce que jusque-là, ils sont pas encore coupables. Il faut cette justice-là pour qu'on puisse situer les responsabilités, savoir quel est le niveau de culpabilité de chacun d'eux. Mais n'oubliez quand même pas que pour ces différents crimes, la complicité de culpabilité également est punie des mêmes peines que le coupable. De sorte qu'aujourd'hui, on attend fermement cette audience-là, ce procès qui va démarrer le mardi 21 prochain. Est-ce que une journée suffirait pour écouter les mises en cause dans ce dossier, toutes les mises en cause dans ce dossier? Est-ce que le procès va s'étaler sur plusieurs jours? Bien malin qui peut le dire, mais on a l'impression que, vu l'évolution ou vu l'allure qu'a prise un peu l'évolution de ce dossier, on a l'impression qu'on a envie de vite finir avec ce dossier, parce que ça se présenterait un peu comme une patate chaude. Henri-Joël Doro. Oui, évidemment. Désormais, on est situé par rapport à la date du jugement, qui est évidemment le 21 janvier prochain. Donc, ça a été notifié depuis mardi, voilà, aux concernés. Alors, on leur a notifié également les charges qui pèsent contre eux. Oui. Évidemment, ils sont soupçonnés de préparer un coup d'État. Et je crois que c'est à l'issue de l'échec de toutes les tentatives de recours, que cela soit vice de procédure ou autre, voilà, aucun de ces recours n'a prospéré. Donc, ils doivent s'attendre naturellement à un procès qui va se tenir très bientôt, courant le mois de janvier d'ailleurs. Et comme l'a dit Herman Aniambosu, on a quand même tendance à croire que on veut passer très vite ce dossier. Attendons de voir. Dans tous les cas, la justice est censée dire le droit. Donc, tout le monde est sur la veille et on attend prochainement, en tout cas, voilà, la tenue effective de ce procès. Le procès sur lequel on va certainement revenir. Marcel Zoumenou. Merci. Je dirais à la suite de mes confrères que j'ai l'impression que c'est un procès à charge et que tout ce qu'on observe jusque-là vise à vite les condamner. Dans quel objectif? Je ne sais pas. Et dans le procès qui aura lieu le 21 prochain, on pourra aviser. Mais pour ce que moi, je sais un peu de ce genre de procès, c'est des procès qui devraient prendre le temps nécessaire parce que vous imaginez que les accusations sont vraiment lourdes. C'est des crimes. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Et dans d'autres pays, pour ce genre de procès, c'est mois, des années peut-être que ça prend. Mais depuis qu'on a commencé cette affaire, tout va très vite. Et au point où j'ai entendu Maître Ayodele lui-même dire que on a comme l'impression que les juges en charge du dossier savent là où ils veulent aller. C'est pas trop. Moi, je dis que c'est un procès à charge et que, à la limite, je dirais que c'est un procès politique. Bon, évidemment, c'est politique au regard du profil des personnes présumées accusées. Et avec le temps, on verra tout cela. Tout ce que moi, je retiens, c'est la bravoure des avocats de la défense qui n'ont pas manqué de moyens pour défendre les clients. Je les ai vus se battre partout, se battre à la criette, se battre à la Cour suprême. J'espère que le droit leur donnera raison. Le droit leur donnera raison. Marcel Zoumenou, je reste avec vous. Vous avez vu que tous les recours sont tombés en l'eau, si on peut le dire ainsi, les recours formulés par les avocats, ces avocats de la défense dont vous parlez. Oui, c'est ce qui me surprend, bien que j'ai pas eu le contenu du dossier comme on le dit, seuls les avocats l'ont eu et les avocats comme nous étions encore en instruction et n'ont pas dévoilé beaucoup de choses sur le procès. J'ai suivi une interview mémorable de Maître Ayodele avec mon confrère Eman ici. Oui. Qui a dévoilé un peu un pan du dossier. Mais aujourd'hui, personne ne connaît l'intérieur du dossier.
quand on accuse des gens qui sont connus comme des amis du chef d'État, quand on les accuse de vouloir faire coup d'État à ce même chef d'État, c'est gros. Et donc, si c'est une accusation grosse, il faut que les preuves ou les éléments à charger soient aussi solides pour soutenir ça. Je ne sais pas s'il y a tous ces éléments-là dans le dossier, mais comme beaucoup de Béninois, je m'étonne déjà qu'un civil qui plus est ami du chef d'État puisse décider de lui faire coup d'État. Je m'étonne qu'il puisse décider de lui faire coup d'État juste avec l'implication du commandant de la garde républicaine. Oui, républicaine. Et oui, le colonel Théoïre. Oui. Donc, je m'étonne sur tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit par le procureur à l'époque sur le procédé de ce coup d'État. Donc, j'observe et le 21, on sera vraiment fixé sur cette situation. On saura réellement quelles sont réellement les accusations et le contenu de ce dossier qui me paraît un peu mystérieux. Herman Aniambosu, vous aussi, vous doutez des preuves nécessaires pour ce qui concerne ce dossier? Ce qui est certain, si doute il y a, le doute profite généralement aux accusés. Et en l'espèce, le doute profitera aux inculpés ou aux mises en cause Bokar Olivier, Oswald Romeki et compagnie. Et est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y a un doute très profond? Je pense que les avocats de la défense ont joué leur partition en faisant en sorte que le dossier à chaque niveau soit élevé au niveau où ça devrait l'être, pour peut-être espérer que les juridictions supérieures puissent un peu essayer de nous ramener vers le droit chemin du droit. Mais en fait, ils ont été déboutés, les avocats de la défense ont été déboutés sur toute la ligne au niveau de la Cour constitutionnelle. Encore que quand vous suivez Maître Ayoreli Aounou, il nous a raconté un peu ce scénario-là à la Cour constitutionnelle, où ils ont été surpris de constater que le recours qu'ils avaient formulé a été déposé donc à leur insu et tout. Ensuite, pour ce qui est de la Cour suprême, où ils espéraient également qu'à ce niveau on puisse remettre en cause la procédure et tout, la Cour suprême vient de dire non, la procédure s'est bien déroulée, donc allez-y. Mais ce que je note également à ce niveau, c'est que les tout premiers chefs d'inculpation, 4 au total, tombent désormais à l'eau, et on retient désormais atteinte à l'autorité de l'État et puis corruption d'agents publics. Ça veut dire qu'on a laissé de côté blanchiment de capitaux et une autre infraction que j'ignore en ce moment, dont j'ignore la qualification. Et donc, ça veut dire que désormais, ils comparaissent devant le juge, devant la cour de jugement de la Criette pour atteinte à l'autorité de l'État et corruption d'agents publics. Lesquelles infractions, je vous rappelle, sont organisées par des dispositions du code pénal. J'ai les dispositions ici. Quand on va entrer dans le vif du débat, je pourrais revenir sur ces différentes... Ces infractions sont organisées par les dispositions de l'article 193 et suivant du code pénal et 335 et suivant du code pénal. Donc, tout bon juriste ou tout analyste peut déjà recourir à ces dispositions pour savoir à peu près, pour savoir réunir les éléments constitutifs d'un crime, parce que en matière de droit, on dit nul crime, nulle peine sans loi. Il s'agira pour les juges d'établir les différentes qualifications de ces infractions, donc les éléments constitutifs de ces infractions, et il appartiendra aux avocats de pouvoir appeler l'attention du juge sur le défaut de l'un de ces éléments constitutifs. Et en matière de droit, quand un élément constitutif n'est pas prouvé, l'infraction tombe à l'eau. Donc, il n'y a rien à faire. Le procès du mardi 21 janvier prochain est un procès très attendu, et comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, ça va nous montrer une indépendance de la justice, ou ça va nous montrer que la justice reste effectivement le pilier d'un état de droit. Herman Aniambosu, les nouvelles charges sur lesquelles on va revenir au cours de cette émission. Henri Joël, cette décision de la Cour suprême a quand même été une bonne nouvelle pour les avocats de la défense, parce que quand vous entendez le maître Ayodele dire que son client, notamment Olivier Bokar même, est déjà pressé d'aller au procès. Oui, évidemment, comme vous le savez, le procès est l'instance qui va quand même donner de la clarté sur les faits. Donc, en temps normal, le procès devait être souhaité pour que l'on puisse, situer les faits, pour qu'on puisse quand même les entendre eux-mêmes devant le juge. Donc, si d'autres voix pensent que c'est vite allé, c'est à cause des charges qui sont retenues contre eux. Je rappelle tout à l'heure ce qu'a précisé Herman, atteinte à
l'autorité de l'État, la corruption d'agents publics. Alors, quand on parle d'atteinte à l'autorité de l'État, ce n'est pas quand même un chef d'accusation ordinaire. Donc, est-ce que le temps qu'on a eu pour l'instruction est déjà suffisamment? Est-ce que cela a permis de fouiller, de décrypter, de dépouiller en plus profond les faits qu'on leur reproche aujourd'hui? Sinon, en réalité, le procès est quand même, la chose la mieux souhaitée, puisque ça va quand même, comme vous le savez, ça va se passer de façon ordinaire. Il y aura, si on le permet évidemment, il y aura quand même la presse là, qui sera là, pour également, toutes les parties en tout cas seront représentées, et le droit va pouvoir se dire, selon moi. Donc, ça pose quand même un grand problème, parce que c'est une grande crise de confiance. Il n'est plus à rappeler aujourd'hui cette relation, cette complicité forte, cette complicité inouïe, extraordinaire entre les deux hommes forts. En venir là, aujourd'hui, je vous assure qu'aujourd'hui, il y a encore des voix qui pensent que c'est un maquillage, c'est peut-être un montage pour manipuler le peuple. Sinon, ça sort de l'ordinaire. Et donc, toute l'attente de la population aujourd'hui, attendons le procès s'ouvrir pour en savoir la suite. Marcel Zoumenou, l'autre défi que les avocats de la défense pensent relever ou avoir relevé, c'est celui de l'audience publique. Oui, parce que ils ont la lourde responsabilité de sortir d'affaires deux personnes qui ont une carrière politique assez connue, deux personnes qui sont accusées de crimes ou d'accusations très graves pour faire cette tautologie. Ils ont le devoir de blanchir entre griffes des gens, des présumés accusés qu'on accuse, et ils ont également le devoir de faire en sorte que les droits de la défense soient garantis dans ce procès. Et donc, ça fait beaucoup de défis pour eux à relever. Et je pense que, au regard de ce que nous avons observé, au regard du contexte national, au regard du passé même de cette juridiction, ils auront un sacré procès, ils auront un laborieux procès à faire pour pouvoir défendre leurs clients. Je rappelle que depuis que la CRIET a été créée, tous les présumés accusés qui ont un profil entre griffes un peu politique et qui se sont présentés devant cette cour pour diverses accusations ont été tous condamnés. Je n'ai pas encore vu un seul qui est sorti de la CRIET blanchi. Tous ont été accusés de peines très lourdes. Et je crains que ça ne soit la même chose pour ces deux personnages qu'on connaît très bien comme des acteurs politiques influents de notre pays. Et donc, pour moi, le procès du 21, je ne fais pas de la prophétie, mais j'ose croire, au regard de ce que nous avons vu déjà pendant l'instruction, qu'il n'aura pas un autre visage qu'un procès à charge, un procès pour les condamner très rapidement. Je vais lâcher ici une confidence que m'a faite quelqu'un qui est proche de l'un des hommes politiques accusés dans cette affaire, oui. Qui m'a dit, écoute Marcel, je crois qu'ils seront condamnés. Et le pouvoir actuel n'a aucun intérêt à les laisser libres avant 2026. Et donc, il faut que nous puissions savoir et dire ici clairement que à travers ce procès-là, c'est un pan de l'élection présidentielle de 2026 qui se joue ainsi. Et je dois rappeler simplement à nos auditeurs que Olivier Bokor, même si officiellement il l'a pas dit, était soupçonné entre griffes de vouloir être candidat à l'élection présidentielle de 2026. Et je voudrais encore ajouter que depuis 2016, avoir l'ambition d'être président de la République au Bénin, avoir même des projets de candidature devient presque un crime. Et tous ceux qui ont osé, se sont retrouvés soit devant les juridictions, soit en exil. Et le cas Olivier Bokor n'est pas singulier. Je peux appeler plusieurs autres cas, et dont certains sont en prison. Je rappelle le projet Joël Aïvo ne serait peut-être pas en prison s'il n'avait pas voulu être candidat. Idem pour Ricky Amadou. Et je rappelle également que peut-être Liali Soglo, et Komi Kouchi et Sébastien Adjavon seraient toujours tranquilles au Bénin s'ils n'avaient pas voulu être candidats. Et donc, pour le procès du 21, je vais bien suivre pour voir quels seront les éléments qui seront bandés. Mais comme beaucoup de Béninois, j'ai pu dire qu'on connaît déjà le verdict de ce procès-là.
Henri Joël parlait tout à l'heure d'un procès qui va très vite et il dit, par rapport à ce que Maître Ayodele a dit, que c'est un procès qui est attendu de tous les Béninois et que d'autres pensent toujours qu'il s'agit d'un maquillage parlant de ce procès-là. Vous pensez que c'est parce que le procès est attendu des Béninois ou vous pensez que c'est parce que les conditions dans lesquelles les détenus aujourd'hui, pour parler peut-être de Olivier Bokor, se retrouvent actuellement, qui a fait que les avocats de la défense sont d'abord ou déjà contents de ce que le procès soit fixé? Marcel Zoumenou. Oui, Kazmi, j'avoue que j'ai été un peu distrait par ta question. Oui, il y a que, on pense beaucoup de l'opinion, une bonne partie de l'opinion pense et dit que, en réalité, c'est un complot entre les deux hommes parce qu'on les a toujours vus ensemble, parce qu'ils sont amis et parce que Olivier Bokor est le deuxième visage de la République. À tort, certains l'appelaient même vice-président. Beaucoup d'acteurs politiques, qu'ils soient députés, maires, qu'ils soient DG aujourd'hui, doivent leur position actuelle beaucoup plus à Olivier Bokor qu'à Patrice Talon. Donc, il était un personnage fort. Et donc, brutalement, un soir, dit qu'il voulait faire un coup d'État à son ami qu'il a défendu tout le temps. Pour beaucoup de Béninois aujourd'hui, c'est une fiction. Une belle fiction pour fabriquer un candidat et accroître sa popularité pour le faire président de la République. Il y a une bonne partie de l'opinion qui continue de croire à ça. Mais moi, je fais partie de ceux qui croient que c'est pas ça et que les accusations sont réelles et qu'il y a une volonté de dégager quelqu'un qui est un ami mais qui est peut-être trop pressé pour devenir président. Et donc moi c'est ma position, ça c'est ma position et je veux bien que le procès du 21 puisse me démentir sur cette perception, sur mes soupçons que j'ai par rapport à tout cela. Eman Aniambo sous Marcel Zoumenou qui parle d'une fiction parlant de ce que le public, ce que la population béninoise pense de cette affaire de coup d'État déjouée là. Pourtant, les conditions de détention de Olivier Bokor sont devenues atroces, ce que l'un de ses avocats, pour ne pas nommer Maître Kato Atita, a dénoncé il y a quelques semaines. Oui, Casimir, bien malin qui peut dire qu'est-ce qui peut justifier que les conditions de détention de Bokor Olivier soient corsées. C'est vrai qu'au Bénin ici, et c'est un avocat qui me l'a confié, ils sont habitués à certaines conditions de détention qui, pour la plupart, deviennent inhumaines. Et donc, pour lui, ça ne fait pas un élément nouveau, mais que c'est plutôt une manière pour eux je sais pas, est-ce que c'est une manière pour eux de corser une tradition de tenue, je ne le sais pas. Mais en même temps, les avocats de la défense ont crié le holà à la suite de la décision de la Cour suprême, parce qu'ils se disent que c'est bon, on a assez fait les allers-retours entre les maisons d'arrêt et les juges d'instruction, entre les maisons d'arrêt et certains magistrats et tout, et que ça va maintenant, une fois que le procès sera dit, et tous seront situés sur leur niveau de culpabilité chacun, et savoir si ils sont vraiment coupables des faits qui leur sont reprochés. Je pense que tout cela participe un peu d'une certaine libération. Quand on dit libération, c'est libération psychologique du détenu, parce que le détenu qui tout le temps doit faire l'aller-retour maison d'arrêt et tribunal, maison d'arrêt et cour, ce détenu-là, il n'est pas au mieux de sa forme. Mais une fois que le procès sera dit, je pense qu'il saura exactement à quoi tient son avenir dans la République. Je pense également, oui, comme l'a dit Marcel Zoumenou, le procès sera laborieux. Mais est-ce que ce sera pour autant laborieux? Oui, ce serait laborieux si c'est vrai que si le procès démarrait le 21 par exemple, pouvait s'étaler sur 2, 3, 4 jours. Là, on comprendrait effectivement que les juges sont à la recherche d'une certaine vérité. On a déjà assisté dans ce pays à des cours d'assises qui ont duré jusque tard dans la nuit, au petit matin, et même pour lesquels le président de la dite cour a ordonné le transport judiciaire. Et on est allé sur le terrain pour constater les choses et tout. Est-ce que ce serait un procès? Ça vous rappelle également le procès ici servi dans ce pays, que le gouvernement a demandé qu'on publie, en fait, qui était suivi en direct sur les ondes de la radio. Est-ce qu'un procès comme ça, par exemple, ne mérite pas un tel traitement, qu'on puisse suivre les choses en direct et que tout le peuple soit informé effectivement de ce qui se passe? Parce que justement là, et c'est là que j'en viens un peu à ce doute épais au sein de la population, laquelle population se met aujourd'hui dans une posture de Alodogba. On a confié un Fodo parce que la population ne croit pas du tout en ce procès. La population ne croit pas du tout en ce qui se passe et on se dit bon voilà, ces deux amis qui se connaissent, est-ce que c'est une manière pour Patrice Talon d'augmenter ou de faire monter
la cote de popularité de Boko Olivier? Est-ce que c'est une manière pour Patrice Talon de faire monter la cote de popularité de Edouard Koumeki? Parce que n'oubliez pas que Koumeki, c'est quand même ce jeune-là qui, en 2015, alors que Boni Yayi était totalement, était contre toute idée d'annonciation, je vais dire comme ça, de candidature. C'est le jeune qui, contre toute attente, est allé juste sur les plans de l'Assemblée nationale de Porte-Novo et qui a créé le Front pour l'alternance en 2016. Et il est assez courageux et tout. Donc, je pense que tout ça là, quand même, c'est la fin du procès, le verdict qui vont un peu nous situer sur les réelles motivations de tel dossier. Henri-Joël Doro, on reste avec le quotidien Le Matinal pour lire. Affaire tentative de coup d'État, évolution des charges contre Boko et Koumeki. Je vais rapidement vous lire une partie de l'article du quotidien Le Matinal. Il dit, au début de l'affaire, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette en abrégé, avait retenu les charges d'atteinte à la sûreté de l'État et de blanchiment d'argent contre les deux anciens collaborateurs du président Patrice Talon. Ils sont désormais poursuivis pour 3 infractions. Il s'agit de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'argent public et faux certificats. Qu'est-ce qui peut justifier le changement des chefs d'accusation des charges à l'encontre de ces accusés? Oui, évidemment, il y a peut-être de quoi justifier ça parce que le dossier était à l'instruction. L'instruction, c'est une étape qui précède le jugement. Donc, naturellement, ils auraient eu suffisamment tous les supports possibles pour pouvoir infirmer comme valider d'autres chefs d'accusation parce que c'est quand même une affaire de preuve. Et il faut dire que selon les dispositions, les tout premiers chefs d'accusation qu'on a là émanent du procureur de la République. Maintenant, après ça, il y a le juge de l'instruction en temps normal, qui doit se charger de l'affaire et voir la qualification, étudier la qualification du procureur de la République. Alors, s'il y a des facteurs à infirmer comme d'autres à valider, ça doit pouvoir se faire normalement. Dans tous les cas, le changement des chefs d'accusation tout de suite ne révèle pas, c'est pas un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Non, on ne saurait le dire. Comme l'a dit également mes confrères en studio, c'est seule la suite à donner à ce procès pourra nous situer. Donc, à l'heure actuelle, tout le monde est suspendu aux décisions de la Cour, de la criette évidemment. Et c'est vrai que les suspicions vont dans tous les sens. Les suspicions vont dans tous les sens et chacun y va avec son argument et ce sont également les arguments qu'on pourrait considérer. Il y a des arguments qu'on pourrait considérer parce que ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire et il faut le dire, c'est un procès tant attendu, c'est un procès inédit. Mais vous savez, ça pose quand même un réel problème. Et quelle que soit la suite à donner, c'est vrai que beaucoup estiment qu'ils seront condamnés pour devenir héros plus tard et pour peut-être nourrir un dessein, qui sait. Mais le vrai problème de tout cela, c'est que est-ce qu'on peut manipuler, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que on puisse manipuler la justice jusqu'à ce sort? Parce que en réalité la justice c'est un pouvoir, c'est un pouvoir et notamment le troisième pouvoir après le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est la justice qui s'interpose là, qui vient juste après le pouvoir législatif. Donc on ne veut pas quand même voir qu'un individu puisse s'imposer à la justice. La justice ne peut pas être au service d'un homme, pas du tout. Et vous le savez, nous sommes en démocratie et parlant de la démocratie, c'est évidemment la séparation des pouvoirs. C'est également la séparation des pouvoirs. Il y a eu un moment où un juge de la criette, s'est évadé, je vais non pas évadé, a pris la clé des champs quand même, après certainement avoir démissionné ou bien depuis l'exil, il est juste parti, ce qui est déjà un signe de démission. Je veux parler du juge Batamoussi, qui était aussi sur TV5 et qui exposait l'émission de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Il évoquait que oui, notamment l'affaire Rikian Madougou, qu'ils avaient reçu un appel qui leur demandait de mettre en détention Dame Rikian Madougou et que lui aurait souhaité être indépendant, il aurait souhaité
attitude, la liberté pour apprécier lui-même les faits. Donc cela déjà expose une fragilité de la justice. La justice ne doit pas accomplir la volonté d'un homme fort, d'un homme aujourd'hui supposé fort. Donc c'est en réalité ce problème qui ressort de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Même les condamnations de la Criette, ça interpelle beaucoup pour des infractions, je ne peux pas si graves, hein. En tout cas, on a des lourdes condamnations. On se dit, mais est-ce que ce n'est pas pour satisfaire tout ça à une volonté? En réalité, la justice ne doit pas aller dans ce sens, pas du tout. La justice doit dire le droit. Et comme le dit le code pénal, toute qualification ou tout chef d'accusation d'un fait doit être prévu déjà par la loi. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas, voilà. En fait, si vous accusez un prévenu à être coupable d'un fait, il faut déjà que ce fait-là soit qualifié, soit quand même un article prévu dans la loi. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la justice, franchement, je sais pas quoi dire, satisfait à une volonté. Et là, ça court dans l'arbitraire. Et l'arbitraire qui doit être banni aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, l'arbitraire devrait, en temps normal, ne doit plus prévaloir de nos jours. Marcel Zoumenou, la Criette qui a abandonné la charge de blanchiment et ne parle plus de complot contre la sûreté de l'État, mais plutôt de complot contre l'autorité de l'État. Là aussi, il n'y a rien de nouveau. Si vous suivez très bien les procès politiques qu'il y a eu dans notre pays depuis 2016, la plupart des chefs d'accusation ont fluctué. Souvent même, les gens sont arrêtés sans savoir pourquoi on les arrête. Et quelques temps après, un premier chef d'accusation est sorti, qui est modifié au fil du procès. Je voudrais rappeler que la plupart des prisonniers politiques, puisque moi j'ai eu à faire un travail sur les prisonniers politiques qui ont été libérés, certains ont été libérés après avoir fini de purger les peines, d'autres ont été graciés. Donc la plupart étaient accusés de participation à une organisation terroriste. Mais avant leur libération, les chefs d'accusation étaient tout autre. C'est troupes armées, regroupement armé, et tout autre chose. Et donc, c'est une habitude de cette juridiction de fluctuer sur les accusations. Et donc, ce qui arrive dans le cas de Bokor et de Oswald n'est pas nouveau. Tout le souhait qui doit être le nôtre, c'est que le procès se passe très bien, que la défense puisse avoir réellement les moyens de se défendre devant des juges qui sont plus ou moins impartiaux. Si on peut avoir ce minimum, on peut espérer que le 21, il peut y avoir de la matière. Mais regardez tout ce que nous avons entendu là, et Herman a dit un certain nombre de choses. Oui, le procès ne sera pas pour autant laborieux. Au regard de tout ce que nous avons observé, on peut bien craindre que ce sera un procès hâtif, au bout duquel les personnes qui sont accusées aujourd'hui peuvent être condamnées à des peines lourdes sans réellement qu'on puisse entrer dans le fond des accusations, comme on l'a observé dans les procès Madougou, les procès Aïvo et tous les autres procès. C'est là ma crainte. Et donc, sur les chefs d'accusation, ils vont fluctuer. Je crois qu'ils peuvent encore fluctuer. Cette cour nous a habitués à la fluctuation des accusations. Et pour moi, c'est pas nouveau. Et pourquoi cet état de choses? Mais déjà, il faut vraiment se questionner sur les motivations réelles de cette cour. Oui, j'ai vu le procureur se vanter que la Cour nous a permis de lutter contre la prévarication dans la République, qu'elle a connu beaucoup de dossiers de mauvaise gouvernance. Mais est-ce que pour autant l'impact de cette Cour aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer l'impact? Est-ce que la prévarication a disparu dans la République aujourd'hui? Moi, je me pose cette question au regard du nombre de dossiers de malversation dont on nous parle depuis quelques années, bien que la Criette soit fonctionnelle. Et donc, je me pose assez de questions. Je me pose assez de questions sur son impact sur le terrorisme. On a arrêté beaucoup de gens pour terrorisme, mais là, nous sommes frappés de plein fouet par le terrorisme. Est-ce que cette Cour nous a permis de régler ce problème? Est-ce qu'elle nous a permis de régler le problème de la corruption endémique qu'on observe dans l'administration publique?
Je peux dire non au regard du nombre de dossiers de malversation dont on nous parle aujourd'hui. Est-ce qu'elle nous a permis de régler le problème du terrorisme? On a peut-être condamné des gens pour terrorisme, mais le terrorisme, le vrai terrorisme nous frappe de plein fouet dans le septentrion. Et donc, je dis, mais au finish, comme beaucoup de Béninois, est-ce que ce n'est pas une cour politique? Est-ce que ce n'est pas une cour qui juge ceux qui sont du mauvais côté? Pourquoi cette cour n'a jamais réveillé les affaires qu'on connaît là et pour lesquelles ceux qui doivent répondre sont proches du gouvernement? Vous voulez parler de quelle affaire, par exemple? Je donne l'exemple de Barthélémy l'Assemblée nationale, là. Oui, le dossier de l'Assemblée nationale, l'affaire dans laquelle Barthélémy Kassa avait été accusé à l'époque. J'oublie le nom de cette affaire-là. L'affaire PPA2, je crois. PPA2. Pourquoi on ne connaît pas de ces affaires-là? Bien au contraire, dans cette affaire, les premières décisions étaient de vider rapidement de l'affaire et de rembourser la partie néerlandaise. Et donc, Barthélémy Kassa ne craint rien. Pourquoi beaucoup d'autres affaires dans lesquelles les personnes impliquées, on a parlé d'une affaire de disparition d'argent, je crois, au ministère des Finances. Ah oui. Ça a disparu comme le sel dans la sauce. Et donc, pourquoi ces affaires-là ne connaissent jamais de... Et puis, actuellement, il y a beaucoup d'autres affaires dont il faut lire, il faut faire attention aux médias qui ressortent de l'affaire de malversation. Et donc, on a comme l'impression que c'est une cour politique qui est beaucoup plus exigeant vis-à-vis de ceux qui sont de l'autre côté et qui devient magnanime vis-à-vis de ceux qui sont dans le système. Et moi, c'est ma perception, hein, je peux me tromper. Mais je n'ai pas encore vu beaucoup de procès où ceux qui sont dans le système ont été pris et condamnés en dehors de ceux qui ont des ambitions d'être candidats à l'élection présidentielle. Sinon, il y a plein de dossiers qu'on peut voir relayer pour secouer le cocotier, comme on le dit, et des gens qui sont aujourd'hui députés dans la majorité présidentielle devraient se présenter devant la criée. Bon, ces affaires n'ont jamais intéressé. Le procès ICC, on avait voulu faire de ce procès, comme l'a dit Emma, le procès le plus médiatisé de la République pour présenter une image négative de l'ancien président Boni Yayi. Mais malheureusement, on a tout fait pour le plonger, pour salir son image, mais au finish, le procès pour autant n'a pas permis de prouver la culpabilité de Boni Yayi. On voyait les gens défiler au prétoire qui ont posé des questions de savoir quelles étaient les instructions que le président Boni Yayi leur a données, quel était le lien entre Boni Yayi et les fameux responsables de l'ICC. Mais malheureusement, ça n'a pas donné l'effet de ça qu'on avait escompté. Et donc, nous, on aurait souhaité que cette cour-là, cette juridiction, puisse se montrer un peu plus impartiale. Et c'est une juridiction dont on ne peut nier de la pertinence. On en a besoin. Une cour qui nous aide à régler des problèmes de malversation, on en a besoin. Une cour qui nous aide à régler le problème du terrorisme, on en a besoin. Mais malheureusement, telles que les choses se sont passées depuis sa création, on a bien l'impression que c'est une cour politique. Eman Aniambosu, avant de revenir sur les nouvelles charges, vous avez suivi Henri-Joël Doro et Marcel Zoumenou qui ont tendance à accuser la Cour, la Criette, de ce que elle est manipulée. La Cour est-elle, la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, Criette, est-elle une Cour manipulée? Bien malin qui peut le dire. Toujours est-il que ça fait partie des réformes que Patrice Talon a implémentées avec tout son régime. Patrice Talon et son régime ont implémenté pour le pays. Et cette Cour est supposée un peu renforcer la lutte contre la corruption, la lutte contre bien des dossiers, les gros dossiers de la nation, lesquels dossiers n'arrivaient pas à trouver, à leurs yeux, grâce au niveau des cours et tribunaux. En termes de requalification des faits, c'est une prérogative reconnue à nos cours et tribunaux. On a déjà vu à la cour d'assises des comparés
comparaître pour assassinat et à la fin, la cour, à l'instruction là-bas, a révélé que en termes d'assassinat, qu'il n'en était pas question et que c'était plutôt des coups, des blessures, des coups mortels. Et donc, requalifier les faits pour ma part ne pose aucun problème. On parle désormais de complot contre l'autorité de l'État, de corruption d'argent public et de faux certificats. Je pense que il s'agira pour les juges, pour les différentes parties à ce procès, de prouver à partir du mardi 21 janvier prochain les éléments constitutifs de ce crime, de ces différents crimes-là. Comme je l'ai dit, l'absence quelconque de l'un des éléments constitutifs d'un crime, ça fait tomber le crime à l'eau complètement. Donc, pour ma part, que la criette soit une cour téléguidée, que la criette soit une cour aux ordres, que la criette soit une cour, je ne pense pas, et je l'ai toujours dit partout où on veut m'entendre, que je n'ai pas vu dans une seule démocratie une justice qui soit vraiment indépendante sur les bords. Je pense que les théoriciens de la démocratie, ils ont tout fait de nous tromper en nous faisant croire que la justice, elle est indépendante dans un état de droit ou dans un état démocratique. À plus forte raison, le ministre de la Justice, il est au gouvernement, il est nommé par le chef de l'État. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution qui peut être modifiée à tout moment et qui l'a d'ailleurs été au moment où Patrice Talon a pris le pouvoir. Je pense que par nous parler de l'indépendance de la justice, il me semble que c'est de la poudre qu'on nous jette aux yeux. Il faut peut-être repenser autre chose ou alors faire en sorte que la justice soit vraiment indépendante. Auquel cas, on me dirait que la démocratie est vraiment a comme pilier la justice, l'exécutif, le judiciaire et puis le législatif. Vous pensez que c'est ainsi que la justice devrait être au Bénin? Oui, je pense plutôt que ceux qui nous rabâchent les oreilles en nous parlant de l'indépendance de la justice ou de l'impartialité de la justice, je pense que c'est eux qui sont en train de nous foutre dans la marbaille. Sinon, en réalité, il n'y a pas de justice qui soit indépendante. Le président de la criette qui est là, il est nommé par quelqu'un. Le procureur spécial qui est là est proposé par quelqu'un, nommé par la personne. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une cour. Dans aucun pays, dans aucune démocratie, il n'y a pas de cour, de tribunal ou de juge qui soit vraiment. On parle de juge, de magistrat de siège, magistrat debout, mais tout ça, je pense que c'est des théories qu'on nous enseigne à l'école et que la réalité est tout autre. Marcel l'a rappelé tantôt. Pour certains dossiers, on fait vite de condamner des gens. Pour d'autres dossiers, on libère des gens. Pour certains autres, on fait ceci. Je pense que la justice a je dirais, à sa vitesse, qui échappe un peu au contrôle des humains que nous sommes. On va juste souhaiter que le procès du 21 janvier prochain nous révèle la grandeur de la justice et nous montre que quand il n'y a pas d'éléments constitutifs, l'infraction tombe à l'eau. Qu'on ne cherche pas à faire du forcing et qu'on y aille mollo, on peut requalifier les faits tels qu'on le souhaite ou tels qu'on le veut, pourvu que ces différents faits qualifiés puissent obéir aux éléments constitutifs d'un crime tel que ça nous a été enseigné dans nos universités et dans la faculté de droit. Marcel Zoumenou, Eman Aniabosu pense que la justice au Bénin joue son rôle et qu'il n'y a pas la manipulation de cette justice. Oui, c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec mon ami confrère Eman. Bon, c'est vrai, lui, il est juriste, mais moi, je suis journaliste, je regarde de loin ce qui se passe. Mais on a vu la justice au Bénin jusqu'en 2016, où l'État a même perdu des procès. On a vu la justice au Bénin jusqu'en 2016, où le chef d'État actuel a gagné son procès contre le chef de l'État. Et donc, c'est des gages de justice et d'indépendance qui sont peut-être très rares ailleurs. Mais malheureusement, depuis 2016, et si Eman doit dire la vérité, on voit ce qui se passe. Et on doit avoir le courage de dire que de 2016 à aujourd'hui, la justice qu'on a n'est pas celle qu'on avait avant. On a vu presque personne, aucun Béninois ne gagne de procès. Et aujourd'hui, presque quand c'est l'État ou le gouvernement, ou bien quand le poursuivant, c'est le ministère public. On voit ça. Et on doit avoir le courage de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne le dit pas, c'est qu'on a décidé de fermer les yeux sur la réalité qui est en face de nous aujourd'hui. La justice qu'on a depuis 2016 n'est pas celle qu'on avait avant. Et parlant du Conseil supérieur de la magistrature, oui, et Eman a dit que oui, tous les pouvoirs peuvent changer, mais on a vu qu'aujourd'hui, dans le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a plus d'acteurs politiques, alors que le syndicat des magistrats toujours prôné pour qu'il soit le Conseil supérieur de la magistrature soit beaucoup plus indépendant vis-à-vis du pouvoir politique. Je ne conteste pas le fait que dans tous les pays au monde, même dans les grandes démocraties, il y a forcément des influences du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire. Ça existe. C'est déjà même les ministères publics, les paquets, sont déjà des représentants du pouvoir politique. Parce que ces juges-là sont directement attachés à l'exécutif de la justice. Mais cela n'enlève pas à la
justice dans beaucoup de pays son indépendance. Les juges peuvent être influencés, mais dans la plupart des cas, on a vu des juges qui ont sauvé beaucoup la République, qui ont protégé des droits au moment où même le pouvoir public était carrément pour une autre option. Je donne un exemple qui dans notre pays ne pourrait peut-être plus se passer aujourd'hui. Allez-y. On a vu que Kémy Séba a été arrêté tout récemment en France par la police du 7e ou 5e arrondissement de Paris. Oui. C'est la justice française qui l'a libéré contre même l'avis même de ce que le pouvoir politique en France aurait voulu. Et ça, c'est ce qu'on attend de la justice. Et Herman ne peut pas me dire que oui, dans tous les pays, c'est comme ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si nous disons ça, c'est comme si nous applaudissons ce qui se passe là, qui est dangereux. Parce que nous tous, nous pouvons en être victimes. Il a que moi, je fais partie de ceux qui pensent que la justice et la presse doivent être des leviers importants de la démocratie, que nous devons travailler si nous voulons réellement des régimes démocratiques, que ces deux pouvoirs deviennent des remparts pour protéger les droits des citoyens. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Béninois qui décident d'aller devant les tribunaux pour régler leurs problèmes. Au point où Herman est très bien indiqué pour me le dire, les avocats se plaignent parce qu'ils n'ont plus de dossiers. Et ils n'ont plus de dossiers parce que personne ne croit plus à la justice comme un levier pour régler les différends entre eux, entre citoyens et entre citoyens et l'État. Et ça, nous devons avoir le courage de dire ça. Nous ne pouvons pas dire ça, c'est que nous cessons de jouer notre rôle d'objecteur de conscience que nous devons être. Henri Joël Doro, vous avez également suivi Herman. Vous allez permettre peut-être que je puisse réagir rapidement à ce que Marcel a dit. Non, si permettez Herman, on va prendre Henri et revenir après. Oui, Herman Agnabossou n'est pas tellement dans l'illusion. Pas du tout. La théorie, c'est tout à fait autre chose, mais la pratique également est autre. Et on a tendance à nous faire croire, oui, que la justice est indépendante, mais je pourrais aller dans le même sens que Herman, que ce n'est que théorique. Mais attention, ça n'empêche pas quand même, voilà, à certains juges de faire la tête dure, de foncer. Mais ça va aussi avec des risques. Vous allez voir, notamment dans cette affaire, je voudrais donner des exemples pour appuyer Marcia tout à l'heure. Il donnait des exemples, voilà, des juges quand même qui ont dit le droit. Par exemple, le juge Angelo Oussou, on peut se rappeler ça, un juge d'instruction. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils font naturellement? Ils s'expatrient. Donc, c'est vrai que la justice n'est pas indépendante, ça, il faut avoir le courage de le dire. Et puis, tout passe déjà par le conseil de la magistrature où n'importe quel président peut venir réformer ça de sa manière, de sa façon à lui. Voilà, il peut ajouter certains postes et supprimer d'autres. Donc, et comme on sait que c'est le conseil supérieur qui sanctionne des magistrats pour, voilà, en tout cas pour des décisions qui jugent nécessaire de les sanctionner. Maintenant, s'il y a certains magistrats, malgré tout, qui foncent les yeux fermés, la tête dure, il faut simplement les applaudir. Mais c'est des fonctionnaires qui sont obligés de s'expatrier après. Donc, en conclusion, la justice, certes, n'est pas indépendante, mais cela n'empêche pas à la conscience professionnelle de bien faire son travail, comme le devoir moral exactement l'oblige à faire. Herman Agnabossou. Oui, Casimir, ok, je pense que je ne sais pas quelle est cette parenthèse que j'ai ouverte et refermée et qui a fait croire à Marcel Zoumenou que je ne suis pas dans la même logique que lui. J'ai dit, théoriquement, la justice, on parle de justice comme pilier indépendant de la démocratie, mais que c'est théorique. Et que dans les faits, tout concourt à mettre la justice aux ordres. Je l'ai dit. Et j'ai dit également qu'il revient au juge, peut-être que c'était pas sur cette émission, mais je l'ai dit ailleurs, qu'il revient au juge en charge du dossier de pouvoir faire preuve de professionnalisme et de savoir que la postérité, qu'on juge pour la postérité. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux, je n'ai jamais pris mon index pour vouloir me cacher le visage, je l'ai jamais fait. Étant quelqu'un, un habitué des prétoires, un habitué des arcanes de la justice, je dis oui, si effectivement, le moment auquel fait référence Marcel Zoumenou, si des juges ont pu avoir ce courage-là
c'est parce que je veux le dire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une faiblesse du pouvoir d'État à ce niveau. Et mon ami, mon ami le troisième, dont j'oublie le nom, Henri Joël. Il fait bien de rappeler, voilà, il fait bien de rappeler que quand un juge finit par être téméraire, après il prenne la tangente. Vous voyez, un peu comme dans le cas présent, le juge Batamoussi. Après il a pris la tangente, il est parti, c'est de l'extérieur qu'il a donné le là. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, il revient aux avocats de la défense aujourd'hui de jouer leur partition. On a compris que sur toute l'année, ils ont été déboutés. Est-ce que ça prédispose un peu les mises en cause à un sort certain ou à un certain sort? Je ne le sais pas. Mais je dis, si la justice peut faire en sorte que on puisse vraiment être informé des différents éléments, des différentes instructions à la barre, parce que on a beau faire tout ce qu'on a fait comme instruction du dossier, mais les déclarations à la barre, c'est sur ça qu'ils doivent se baser pour pouvoir rendre une décision. Et ça, c'est connu de tout le monde. Tout ce qui est dit là-bas, il peut y avoir une concordance de tout ce qu'il y a des déclarations à l'instruction et tout. C'est l'instruction du dossier à la barre et devant le public. C'est ça qui engage le mise en cause. Tant que si le mise en cause dit tout ce que j'ai dit là, je l'ai dit sous l'effet de l'alcool, je l'ai dit sous l'effet de torture, je l'ai dit s'il le dit, mais ça ne l'engage pas. C'est ce qu'il dit à la barre là, c'est ça qui l'engage. Donc je pense que en toute chose, je pense qu'il faut avoir un peu de retenue et pouvoir se dire oui, la réalité c'est celle à laquelle nous sommes confrontés, mais la théorie c'est tout autre. C'est tout ce que je voulais dire pour rassurer Marcel Zoumenou, mon confrère, on se connaît d'ailleurs très bien, pour lui dire que je n'ai jamais dit que la justice est plus corsée aujourd'hui qu'hier et tout. Si Bouniaï le voulait et qu'il avait des ministres de la justice, des collaborateurs francs à ses côtés, des collaborateurs qui n'étaient pas aux ordres ou des collaborateurs qui n'étaient pas, je ne vois pas ce juge-là qui aurait pu rendre des décisions comme ça. Disons la vérité. C'est très clair, c'est très simple. J'ai déjà vu dans un dossier en cour d'assises, le parquet général est venu dire qu'il a reçu une lettre du ministre de la Justice et que sur la base de cette lettre-là, il demande qu'on reporte cette analyse. Donc je pense que honnêtement, me dire aujourd'hui qu'il y a une certaine indépendance, ça dépend de qui est à la manette. Rapidement, Marcel Zoumenou, qu'attendez-vous de ce procès-là qui s'ouvre le mardi 21? Qu'attendre que le droit soit dit, c'est le minimum que j'attends, que le droit soit dit, et que les personnes qui sont accusées aient la possibilité d'exercer librement leur défense, et que les juges soient perméables à ça, aux moyens que leurs avocats vont mettre sur la table, vont développer. C'est le minimum qu'on peut attendre. Et si on peut avoir ce minimum, bon, même si cela ne les dédouane pas de condamnation, bon, on aurait eu au moins la conscience un peu tranquille en disant le procès était plus ou moins bien et que les personnes qui sont accusées ou bien qui ont été condamnées à la fin ont eu tout au moins la chance de se défendre, même si les juges a priori avaient déjà une idée de ce qu'ils allaient faire. Donc c'est le minimum que je peux attendre, que moi j'espère que la majorité des Béninois attendent pour savoir si réellement il y a eu une intention de coup d'État, parce que c'est une grosse accusation. Depuis 1990, où on a décidé d'entrer dans la démocratie, c'est la première fois que on sort comme ça devant un tribunal où on accuse des citoyens de vouloir faire un coup contre l'État pour le dégager du pouvoir. Donc c'est une accusation grosse qui nous fait peur. Et donc, pour laquelle on a besoin d'éclaircissement, de réponses. Et ces réponses ne peuvent venir que de ce procès-là. Pour finir, moi je suis un ardent défenseur de la liberté. En tout cas, c'est ça que je défends, de la liberté d'opinion et également de l'indépendance de la justice. Et je pense que nous devons nous battre pour avoir ça. Oui, je comprends la position de Roman qui dit oui, dans la théorie, oui, les tests existent, mais dans la pratique, si un pouvoir le fait, un pouvoir veut, il l'aura. Bon, si on dit la même chose, ça veut dire que on applique ça à notre secteur, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de journalistes qui vont... Excusez. Mais moi, je fais ça depuis 22 ans. Dieu merci, je n'en suis pas mort, je n'ai jamais été en prison. J'ai fait l'option le jour où j'ai décidé d'être journaliste, d'être critique. Je l'ai fait contre Kékou, je l'ai fait contre Yahi, je l'ai fait contre Tal. Et c'est vrai que c'est très risqué, tu ne gagnes rien. Mais
je le fais pour ma propre conviction parce que je me suis senti ainsi. J'aurais souhaité qu'il y ait des juges aussi qui puissent le faire. Et je crois qu'on doit avoir des juges qui peuvent dire, moi, je ne rendrai que la justice selon mon intime conviction et selon le droit. Puis on l'a eu. Je ne dis pas, nous, à Nouvelle Tribune, on a gagné notre procès contre le régime, au temps du régime Patrice Talon. Et c'est un juge qui a rendu la décision. Et donc, il y en a. Il faut encourager ces juges. C'est parce qu'on ne les encourage pas assez qu'on pense que, bon, si un pouvoir est fort, il va influencer tout le monde. Il faut encourager ceux qui ont le courage de poser des actes de bravoure. C'est un juge qui a rendu la décision de Nouvelle Tribune. Au moment où tout le monde nous disait, oui, il faut laisser, ce n'est pas possible, vous n'allez rien gagner. Donc, les gens bien existent et on doit les encourager à le faire. Et pour autant, ce juge n'a pas su, contrairement à ce que me dit mon confrère, ce juge n'a pas su, il est resté dans le pays. Nous ne devons pas prendre comme faiblesse un pouvoir, celui de Boniaï, qui a permis à la justice d'être libre, où des juges ont rendu des décisions contre le chef d'État. On ne doit pas dire que c'est une faiblesse. On doit même encourager des pouvoirs qui laissent la justice faire leur travail et non des pouvoirs qui mettent la pression sur les juges, qui les persécutent, qui les menacent. Et donc, pour mettre tous les juges au pas. Moi, c'est ce que je vais dire pour finir, en disant que nous devons croire à la justice, nous devons croire à la liberté de presse et nous devons nous battre pour l'avoir. On ne doit pas dire, bon, on se contente de la situation. Moi, je ne me suis jamais allé dans cette posture. Je prends le risque de parler, je prends le risque d'écrire. Je sais ce que ça m'écoute, mais ça ne m'a jamais découragé. Et je souhaite avoir encore d'autres personnes comme moi dans la presse et dans la justice pour que notre pays change un jour. Henri-Joël Doro. Oui, moi, mon attente, c'est déjà que ce procès soit public, soit diffusé, voilà, soit relayé par la presse nationale, qu'on puisse l'écouter en direct, et voilà, depuis sa maison. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire, la seule chose dont un pouvoir africain a peur, c'est, voilà, le classement dans le standard international, tout simplement. Donc, si vous pensez que si cela ne tenait qu'au peuple béninois, ah non, la justice va juste, selon moi bien sûr, je suis sûr que, en tout cas, j'estime bien que c'est la réalité. Ils vont juste honorer, voilà, ils vont faire plaisir à l'homme puissant, à l'homme qui est fort. Mais les décisions pour lesquelles on peut attendre l'indépendance de la justice, c'est quand on touche aux standards internationaux. Même parfois, il y a même le groupe de travail de l'ONU qui a donné des recommandations par rapport à la détention de Ricard Madougou et Joël Aïvo récemment. Et pourtant, voilà, le gouvernement fonce les yeux fermés. Quant à notre état de démocratie, vous savez, il y a les États-Unis, le Millennium Challenge à compte également, on nous avait sorti de ce rang. Et juste après ça, le président a laissé, au départ, les élections n'étaient pas ouvertes. Bon, c'est vrai que c'est aujourd'hui ouvert avec interrogation, avec des interrogations encore. Mais au moins, après avoir perdu le Millennium Challenge à compte, on a constaté quand même, voilà, une envie d'apporter un peu de la démocratie. Et on a eu les élections, voilà, les législatives qui ont été ouvertes, en tout cas, on peut le dire entre griffes. Et c'est seulement de ça qu'un pouvoir fort a peur. Voilà. Si ça ne tient qu'au peuple, ils sont fous. Ils sont fous. Ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Mais si ils savent que dès qu'ils vont prendre cette décision, dès que la Cour va rendre cette décision, ce ne sera pas du goût de l'ONU, d'un groupe de travail de l'ONU, les partenaires, ceux qui financent le développement, ceux qui financent également la démocratie, vont se rétisser. Ah, ils font attention. C'est dans ces cas de ceux qui font attention. Dans tous les cas, tout le monde suit. C'est un procès qui suscite l'attention sur le plan international. Les autres aussi vont suivre et apprécier, c'est clair. Si les droits des accusés sont violés, on pourra faire quoi dire. Et ce d'ailleurs, on souhaite également que ce procès soit diffusé à la radio, qu'on puisse écouter comme le procès ICC. C'est également des procès de taille. C'est des procès qu'on pourrait, voilà, juger de spécial. Merci à vous, Henri-Joël Doro. Eman Aniabosu, rapidement, êtes-vous optimiste des décisions qui seront rendues ou de ce qui sortira de ce procès du 21 janvier 2025? Nous avons déjà vu un
ainsi que nous l'avons rappelé dans cette émission, nous avons déjà vu des juges rendre des décisions, ne pas être inquiétés, des juges qui ont vraiment tenu compte de la couleur de leur robe, en se disant une fois que je porte la robe, je rends une décision pour la postérité. Et donc moi je me permets d'être un tantinet optimiste en me disant ce dossier a été conduit au pas de charge ou c'est pas un peu comme l'a dit maître Aounou, dossier à une procédure à l'entonnoir, qu'on puisse quand même nous montrer à l'opinion publique ou démontrer à l'opinion publique qu'effectivement les charges retenues contre les mises en cause sont des charges qui leur sont imputables. Auquel cas, je pense que la justice va jouer franc jeu pour la postérité et a fait en sorte qu'on puisse vraiment dire qu'au Bénin, on peut poursuivre, mais qu'à la fin, on sait toujours tenir compte de ce qui est dit dans le code pénal, de ce qui est fait en termes de procédure pénale et que chacun puisse trouver son compte dans ce procès-là. Eman Aniambossou, merci à vous Marcel Zoumenou et à vous aussi Henri Doro. Retrouvez Serge Aviguemé demain pour le dernier numéro de votre émission Que dit la presse. Quant à moi, retrouvez-moi le jeudi prochain.